La campagne des Européennes à présent et nous sommes avec vous Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous connaissez bien le Parlement européen de Strasbourg puisque j'ai revu votre bio et vous avez été attaché parlementaire entre 1999 et 2000. À Strasbourg, au Parlement. Le NPA qui présente 5 listes sur les 8 circonscriptions. Vous faites campagne pour votre parti. Comment vous la jugez cette campagne ? Est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux selon vous ? Non, évidemment non. Mais d'abord, il y en a plein qui ne la mènent pas, cette campagne, pour citer personne, parce que ce n'est pas le genre de faire de la délation, mais les partis institutionnels ne mènent pas campagne pour ces européennes, à croire que tout est fait, finalement, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui se désintéressent du scrutin et plus généralement de la discussion politique. Et je crois qu'un des enjeux, c'est ce qu'on a essayé de démontrer humblement là où on est en constituant des listes, c'est qu'à un moment donné, justement, il ne faut pas se faire plaisir aux politiciens professionnels, à ceux qui vivent de la politique, ceux qui vivent des mandats électoraux qui vont attraper au cours de leur vie tout entière, et qu'à un moment donné, il faut aller un peu là où ils ne voudraient pas qu'on aille, c'est-à-dire parler en notre propre nom et défendre nos propres solutions par rapport aux politiques d'austérité et par rapport à l'Europe qu'on souhaite. Alors justement, vous dites que l'Union européenne est l'arme des classes dominantes, que c'est une machine de guerre contre les droits sociaux. Vous allez casser l'Europe si vous êtes élu, comme le dit Marine Le Pen, il faut tout casser. Non, je n'ai pas de point commun avec Marine Le Pen, même sur ce terrain-là, puisque elle veut revenir aux frontières nationales. Et je crois qu'il y a une espèce de faux débat. Nous, on n'est partisans ni du repli nationaliste, ni de l'Europe libérale. Et c'est vrai qu'on est pour sortir des traités de l'Europe actuelle, puisque de Rome jusqu'au TSCG, en passant par Maastricht, on a une Europe qui a finalement tout fait pour favoriser les libertés de mouvement de capitaux. C'est-à-dire en fait une Europe qui a mis les populations en concurrence, les travailleurs en concurrence, et qui s'est arrangé pour prendre ce qu'il y avait de pire au niveau social ou démocratique dans les différents pays pour l'imposer à tous. Nous, on propose l'inverse, prendre ce qu'il y a de meilleur dans les législations sociales ou démocratiques des différents pays pour le faire profiter à tous. Donc un droit à l'avortement effectif dans l'ensemble des pays de l'Union, donc un salaire minimum européen basé sur les revenus nationaux les plus élevés, donc des services publics européen. Et puisque c'est le sujet du jour, par exemple, on pourrait imaginer que dans le domaine ferroviaire, plutôt que d'avoir une politique de libéralisation et de segmentation et donc de fragmentation des différentes activités avec les petites boulettes que ça nous coûte aujourd'hui en France, on pourrait imaginer un service public ferroviaire européen. Ce serait bon au niveau social, économique et ce serait bon au niveau écologique. Des grandes idées, mais prenons l'exemple le salaire minimum européen indexé donc sur le mieux disant, le mieux payant. Vous le financez comment en France et dans les pays de l'Est où le salaire minimum est bien moins élevé que chez nous? Bien sûr, ça impliquera avoir une fiscalité européenne, ce qui est pour l'instant absolument pas le cas. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas suivre. Oui, mais il y a des écarts de revenus importants dans les salaires minimums. Vous avez raison de le souligner, peut-être de 1 à 10. On a des estimations différentes, peu importe, mais en tous les cas importantes. D'abord, premièrement, quand on les rapporte au pouvoir d'achat, on voit que les différences ne sont pas si fortes que ça. Il s'agit de les mettre en proportion du PIB. Et puis surtout, quand il a fallu passer à l'euro, quand on a mis des critères de convergence monétaire, là, on a déplacé des montagnes. Il y avait des tas de difficultés objectives, techniques et politiques. Et pourtant, ils ont déplacé des montagnes. Et nous, on dit que si on est capable de le faire pour une monnaie, on doit être capable de le faire pour des critères sociaux et démocratiques. Mais ça implique une rupture et en effet des choix politiques différents. Et nous, on est des internationalistes et au-delà de nos frontières, on voit qu'il y a actuellement, face à l'urgence sociale, des peuples qui résistent. C'est le cas en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie. Et pour nous, ça, c'est porteur d'espoir. Vous voulez une Europe des travailleurs. J'ai lu ça également dans votre programme. Bon, le slogan, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce slogan ? Qu'est-ce que exactement ce que j'étais en train de mettre comme contenu. L'Europe des travailleurs et des peuples, c'est ça, c'est prendre des propositions concrètes pour essayer de le faire profiter à tous. Je parle d'interdiction des licenciements européens et puis un service public bancaire européen qui est le monopole de l'activité, contrairement à la Banque centrale européenne qui est actuellement complètement indépendante. Il faut savoir que on nous culpabilise du matin jusqu'au soir, et pas qu'en France, sur les déficits, sur l'endettement. Et il y a de l'endettement public. Il faut savoir que l'endettement public, c'est un marché extraordinaire en termes de spéculation pour les banques. Les déficits publics, ça sert d'abord à ça. Donc on réclame un audit. Et ça, c'est parce que les États européens se sont endettés. On les a pas forcés à s'endetter. Écoutez... Ils n'étaient pas forcés, pourtant ils l'ont fait. Et tous pour les mêmes raisons. Par exemple, aujourd'hui, on a des libéraux de droite et de gauche qui nous expliquent que l'État vit au-dessus de ses moyens. C'est pas vrai. L'État ne dépense pas plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans. En proportion du PIB, les dépenses publiques sont restées stables. Ce qui explique les déficits, parce que vous avez raison, il y a des déficits. C'est la baisse des recettes fiscales qui sont passées en 30 ans de 21% à 16 ou 17%. Et pourquoi il y a moins de recettes dans les caisses de l'État ? Il y a la crise économique et financière, c'est une chose, mais surtout parce que les gouvernements, sciemment, ont décidé de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, aux plus grands groupes, pour rendre, paraît-il, l'économie plus compétitive et faire de l'emploi avec le succès qu'on connaît. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est un transfert de revenus. On a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, et c'est après
vers ces groupes-là qu'on va emprunter. Ça veut dire que les groupes capitalistes gagnent à 2 reprises. En Europe, vous vous battez contre l'austérité. On va regarder le cas grec. La Grèce qui était, il y a quelques mois, quelques années, totalement au bord du gouffre. Aujourd'hui, après une cure de choc, elle retrouve le chemin de la croissance. Plus 0,6% de croissance cette année. On attend 2,9 en 2015. C'est près de 2 fois plus que la France. Même le taux de chômage commence à reculer. Ça veut dire que parfois l'austérité, ça a du bon. C'est pas ce que pense le peuple grec. Parce que le peuple grec, il est encore manifesté. Même le taux de chômage le peuple grec frémir à la baisse. Oui, comme vous dites, c'est frémir. Et puis les pronostics d'ici 2015, on verra quand ça arrivera, parce qu'on a un gouvernement au niveau national. Oui, mais pour l'instant, les Grecs, ils pensent pas ça. Les Grecs, ils ont fait une grève et une manifestation il n'y a pas si longtemps que ça. Puis les Grecs, quand ils vont voter pour la gauche radicale. Donc ils ne sont pas d'accord avec ça. Moi, je me suis rendu, comme d'autres, sur place pour être solidaire. Vous savez, quand vous tombez sur quelqu'un qui vous explique, parce que ça a des conséquences concrètes, une mesure d'austérité, qui gagnait dans son travail 1 700 €, qui ne payait pas d'impôts avant, et qu'avec les différentes mesures d'austérité, maintenant il en gagne 900 et qui paye des impôts, vous comprenez pourquoi les gens sont un peu en colère. Donc c'est un bon exemple que vous prenez, mais pour moi c'est un contre-exemple de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui c'est extrêmement difficile en Grèce, évidemment, mais est-ce que la Grèce n'est pas en train de sortir de ce gouffre ? Demandez l'avis aux Grecs, c'est pas ce qu'ils pensent, parce qu'en plus du mal que je pense des politiques d'austérité, que je trouve particulièrement inégalitaire comme politique, c'est pratiquement inefficace. Pourquoi ? Parce que quand vous faites des politiques d'austérité, ça veut dire quoi ? Que vous faites la poche à des millions de personnes. Vous gelez les prestations, vous bloquez les salaires, vous bloquez les retraites. Et quand vous faites ça, vous privez la population des moyens de consommer. Ça veut dire que la récession, elle est toujours au rendez-vous. Et tant qu'il y aura des politiques d'austérité, il y aura de la récession. Et le pacte de responsabilité aujourd'hui de notre gouvernement, c'est la même. On prend 50 milliards dans notre poche et on va en donner 40 milliards au patronat. Et c'est pour ça qu'au moment des élections, on dit aussi qu'il ne faut pas se priver de la possibilité de voter le plus à gauche possible contre le gouvernement pour le sanctionner, parce qu'à terme, c'est aussi le seul moyen de faire émerger une alternative politique pour qu'on n'ait pas cette classe politique où finalement ça se résume à une droite qui court après l'extrême droite et une gauche qui court après la droite. On mérite mieux. Et justement, un mot, Olivier Besancenot, si l'on regarde les sondages dimanche soir, au soir de ces élections européennes, les partis nationalistes et d'extrême droite dans certains pays seront numéro 1. Si l'on en croit ces sondages, ça veut dire quoi ? C'est extrêmement inquiétant et justement ça souligne la course de vitesse qui est enclenchée entre ces courants nationalistes, populistes, racistes, souvent d'extrême droite, et puis de l'autre côté la gauche anticapitaliste. Et vous parliez de la Grèce, et dans ce pays-là il y a aussi des organisations d'extrême droite, mais pour l'instant c'est la gauche radicale qui est devant. Une course de vitesse, ça veut dire qu'il faut assumer ses responsabilités. C'est pour ça que nous, par exemple, en France, on avait proposé à Lutte ouvrière, au Front de gauche, d'envisager la possibilité de constituer des listes unitaires pour construire ensemble une opposition politique décomplexée à la gauche du gouvernement. On a reçu une fin de non-recevoir, c'est pas grave, on continue et on espère avoir un maximum de suffrages pour, nous donner un mandat aussi pour continuer ce combat-là. Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, merci d'avoir été en direct avec nous cet après-midi dans la Newsroom sur iTélé.